Eh bien, bonjour Hamza. Salut Bonjour, Thierry, comment ça va? les amis. Bonjour tout le monde, je sais pas combien on est d'ailleurs. Tu vois du monde déjà ou pas? Eh bien, Ah, il doit arriver, hein, parce que écoute, pour l'instant, je vois personne, mais là, tu sais, c'est comment dire, c'est l'effet retard du. ouais, d'accord. Donc de quoi on parle alors aujourd'hui? Voilà. Eh bien, écoute, donc en fait, le sujet, c'est un sujet donc emploi, et c'est comment découvrir sa vocation et construire une carrière de rêve. Ouais, super important. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Tu sais, j'ai pas mal de clients qui savent plus où est-ce qu'ils en sont dans leur carrière, savent plus ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'effectivement, les choix qu'on fait quand on est très jeune, étudiant, etc., bah, ils évoluent. Ouais. Et des fois, les routes qu'on prend font qu'on peut pas forcément être aussi flexible qu'on le voudrait. Et puis des fois, c'est même pire. On sait pas ce qu'on veut faire. On sait juste qu'on veut pas continuer dans la voie où on est, mais on sait pas ce qu'on veut faire. Tout à Alors fait. pour tout ça, c'est un peu le but de cette émission, c'est un peu de remettre remettre les professionnels qui sont dans ce cas un petit peu de leur donner quelques outils pour essayer de s'y retrouver, parce que ça peut être super intimidant et confus surtout. Mais le plus important, c'est que en fait, quand on n'est pas en train d'exercer quelque chose où on a du talent, on réalise vite qu'en fait on n'est pas heureux. On n'est pas heureux parce que on n'est pas forcément très bon dans les autres choses, et le talent nous permettrait d'exceller et de faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment, on va parler de carrière de rêve, comment tu sais, tout ce qu'on appelle job de rêve, carrière de rêve, c'est quoi la définition. On va parler pas mal de choses en fait. D'accord. Ok. On passe à la présentation. Ouais, je veux bien. On commence la présentation. Voilà. Ok. Alors, je t'avoue qu'elle est un petit peu complète, hein. J'ai pas mal de slides. Tu connais le nombre de slides, toi, mais Ouais. j'ai voulu un petit peu enfoncer le clou et essayer de faire en sorte que ce soit une émission référence, j'espère, où les gens reviendront souvent quand ils seront perdus, ou qui recommanderont, etc., etc. Donc, j'ai pas voulu lésigner un petit peu sur les conseils. Donc, je vais essayer d'essayer de garder le timing, bien sûr. Ça, c'est super important. Mais voilà, c'est juste pour prévenir. Et bien sûr, je prendrai les questions à la fin quand tu pourras, s'il y en a, hein, d'accord, Oui. c'est toi qui as le visuel. Alors, donc voilà, c'est le titre, c'est vraiment comment trouver sa vocation, hein, et comment construire une carrière de rêve. C'est vraiment le but final de tout le monde. Alors, il y en a qui ont abandonné cette idée d'avoir une carrière de rêve. On tombe souvent dans Malheureusement. c'est juste un job, hein, c'est juste un job. Tu vois, les mots qu'on utilise, c'est comme si c'était non seulement défaitiste, mais en plus on l'accepte. On a accepté que c'était comme ça. On n'est pas censé être heureux au job. La majorité des gens vont, si on est dans des pays où le lundi c'est le premier jour de la semaine, la majorité des gens vont traîner des pieds le lundi. Ouais. Le dimanche soir, ils vont avoir le cafard, ils vont pas être bien, le week-end est fini, ils vont attendre les prochaines vacances. C'est un peu pareil ici dans le Golfe, hein, sauf le dimanche, mais et comme ça, en fait, on avance, on crée une carrière où ce qu'on veut faire, c'est pas travailler, où ce qu'on aime, c'est aller en vacances, c'est s'éloigner de notre boulot. Et bien sûr, je vois pas comment on pourrait exceller dans ce qu'on fait si j'ai eu une intrusion de ma fille qui a été réglé par la brigade anti-intrusion. Désolé. Et tu vois, c'est un peu triste parce que souvent, les gens sont pas très contents. Souvent, les gens sont pas très contents. On va de vacances en vacances. Dès qu'on revient de vacances, on dit vivement les prochaines vacances. Alors que quand on a la chance de faire un truc qu'on aime, moi, je sais que quand ma femme me dit c'est génial. C'est jeudi parce qu'elle est fatiguée, pas parce qu'elle aime pas son boulot, parce qu'elle est vraiment vraiment fatiguée. Bah moi je suis dégoûté. C'est un petit peu comme si on me séparait de mon jouet parce que j'aime beaucoup. C'est bizarre. Et je connais beaucoup de professionnels qui sont un petit peu comme ça, qui vont en vacances mais qui travaillent. Leur époux ou épouse leur dit mais arrête de travailler un peu, et puis il leur répond mais je travaille pas, je m'amuse, je m'éclate, c'est ma passion. Donc c'est un petit peu ça qu'on a envie pour tout le monde en fait. On a envie de faire en sorte que le travail ce soit
ce soit pas quelque chose qu'on essaye d'éviter, qu'on essaye de s'affranchir ou on traîne les pieds. D'accord? Ouais. Alors, ça, c'est vraiment important. Déjà, je voudrais définir ce qu'on appelle le dream job, d'accord? Les gens on parle du job de rêve, mais c'est quoi le job de rêve? Les gens l'utilisent un petit peu, les marketeurs l'utilisent un petit peu à tort et à travers, etc., etc. Et quand on fait des recherches sur Internet, Thierry, les gens sont pas très précis par rapport à ça. Il y a des opinions, etc., etc. Alors, je vais commencer par plusieurs mythes, 5 mythes plus exactement. Ouais. Le mythe numéro 1. C'est un job de rêve, c'est avoir un super boss. Un super boss, c'est mon job de rêve. Moi, mon boss, il est pas bon. Moi, j'ai envie d'avoir un super boss. Alors ça, c'est un mythe. Et en fait, ça part d'un besoin. C'est le besoin de se faire reconnaître. Oui. 75% des gens qui quittent une société se sentent pas reconnus d'une manière ou d'une autre. Soit ils n'ont pas eu de promotion, donc se faire reconnaître. À un certain niveau, soit leur boss leur dit jamais que c'est bien, par contre il leur dit souvent que c'est pas bien. Ouais. En fait, pas de formation, encore une fois, c'est une reconnaissance pour investir dans quelqu'un, il faut d'abord le reconnaître qu'il vaut le coup, qu'il a du potentiel, etc., etc. Et le besoin de se faire reconnaître, c'est souvent, ça passe très souvent. Alors c'est pas 100% cette explication, mais un bon boss, c'est souvent quelqu'un qui reconnaît la qualité de ses employés, le potentiel de ses employés, qui reconnaît, qui comprend ses employés, qui fait qu'un avec ses employés en fait. Et souvent il y a ce mythe de un bon boss égale un job de rêve, alors que c'est pas vraiment ça en fait. Ouais. Le deuxième mythe, c'est de suivre sa passion. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très souvent et on en parle tout le temps et ça me fait grincer des dents à chaque fois et ça me saoule parce que je suis accablé par le nombre de blogs, de vidéos, de bêtises qu'on entend là-dedans. C'est suivez votre passion, suivez votre passion. Ouais, suivez votre cœur. Alors, premièrement, en fait, on est des êtres humains, on a plusieurs passions. En fait, moi, je peux être passionné de football, je peux être passionné de peinture et je peux être passionné de mathématiques et d'échecs et enfin, ça veut dire quoi suivre sa passion? Exactement. C'est genre on lâche tout et on vise un truc. En fait, ça m'embête cette formule parce que c'est un petit peu la phrase à la mode, hein, mais qui veut rien dire. Elle donne pas de recette. Et même dans les écoles, on va dire ça. Ouais. Ah, il faut que tu suives ta passion. Il faut vraiment faire ce que tu as dans le cœur. Mais ça veut rien dire. Et en plus, c'est un bon moyen d'envoyer les gens à l'échec, puisque paradoxalement, en fait, j'ai découvert assez récemment, avec une vidéo d'ailleurs que j'ai postée sur le groupe, sur un TED, justement qu'en fait, et c'était très bien expliqué par la personne, je pense que tu vas redonner les explications après, mais que voilà, par exemple, moi, je sais pas, j'aime manger des gaufres, par exemple. Mon métier, ça va pas être mangeur de gaufres. Voilà. C'est exactement ça. C'est suivre sa passion. C'est un peu. C'est pas la recette pour le succès, quoi. C'est pas la recette pour être content. Alors ça vient d'un autre besoin. C'est le besoin d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et ça, on peut le comprendre. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, Thierry, c'est pas qu'il faut pas suivre sa passion. Ce qu'on est en train de dire, c'est que faut pas tomber dans le piège de penser que ça c'est la recette du succès. Suivre sa passion, suivre son cœur. Bah non, c'est pas. Il faut qu'il y ait un marché pour ça. Il faut qu'il y ait. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais en gros, ça vient du besoin de faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est un besoin complètement naturel. Et bien sûr qu'il faut le prendre en compte, d'accord. Là, mon exemple, j'ai trouvé ça sur Internet, classique. Voilà, quelqu'un qui est passionné de glace, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui cuisine comme tout cuistot. Ça peut être quelqu'un qui fait des glaces. Lui, il se dit, je vais monter ma boîte de glace. Et puis voilà, enfin au bout de 5 ans, je sais pas s'il va aimer beaucoup les glaces. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, c'est pas ça, suivre sa passion. Enfin, c'est pas la réponse, elle est pas dans suivre sa passion. Et surtout, ce qui est important, alors, hop, ce qui est important, j'allais te dire, c'est un petit blocage, pardon, Thierry. Oui. Ouais, donc ce que je te disais, le truc qui est super important, voilà, c'est
c'est, je galère un petit peu pour la slide, désolé. Oui. Désolé tout le monde, tu couperas, hein. Ouais. C'est plein d'accidents, voilà. Donc, en gros, enfin voilà. Le but, c'est pas de suivre sa passion, d'accord? C'est de l'emmener avec soi, d'être passionné, de trouver de l'intérêt, de trouver l'intérêt. Tu sais, le vrai, l'art de dégager de la passion, de s'intéresser, d'être curieux. Et on peut dégager de la passion sur plein de choses. Alors du coup, on n'a pas une seule passion. Tu sais, aujourd'hui, moi, je suis... alors, il y a 10 ans, j'aimais pas du tout les peintures, les galeries d'art. J'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Bah maintenant, je commence à être beaucoup plus sensibilisé par rapport à ça qu'avant. Tu vois, comme quoi, suivre sa passion, c'est juste ça. Ça fait pas le job de rêve. D'accord. Donc ça, c'est un point. Alors, le mythe numéro 3, c'est un job sans stress. Un job sans stress. Parce que souvent, c'est des gens qui sont extrêmement stressés, qui vont te dire ça. Alors ça, c'est un petit peu n'importe quoi, parce que déjà, alors on va le voir, pas dans cette slide-là, mais dans une des slides, on va voir que il y a du bon stress et du mauvais stress, mais surtout le job sans stress, tu sais, le stress, c'est de l'incertitude, c'est de pas savoir ce qui va se passer dans une heure, demain, si on va y arriver. C'est toujours être en stress, dans l'incertitude. Et le besoin de certitude, c'est un besoin naturel. C'est un besoin complètement naturel. Et ça, le besoin de pas toujours être en état de stress, c'est un besoin naturel. Par contre, un autre besoin naturel, c'est le besoin de pas être tout le temps dans la routine. Dans la routine, c'est quoi une routine? Que ce soit en couple, dans un boulot, peu importe, une routine, c'est ennuyeux. On a aussi besoin d'une dose d'incertitude et d'une dose de stress. Tu vois, donc les gens qui disent laisse tomber, je veux plus faire ça parce que c'est trop stressant, moi je prends juste un petit boulot qui fait juste ça, je suis pépère, ils vont tout droit au mur parce qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, ils vont s'ennuyer. Alors, du coup, quand je dis que pas tous les stress sont mauvais, il faut imaginer en fait, tu sais, une espèce de graphique sur l'axe des ordonnées. T'as les demandes qu'on nous fait, c'est-à-dire que imagine que je suis la personne qui travaille. Si on me fait des demandes, les demandes c'est le travail que j'ai à faire, d'accord, les tâches que j'ai à faire. Et sur l'axe des abscisses, le pouvoir que j'ai pour justement mener à bien ces demandes. D'accord? Donc, pour te donner un exemple, une réceptionniste va pas pouvoir gérer une équipe de vente parce que elle a pas le pouvoir sur ça. C'est pas son job. Exactement. Donc, du coup, si tu la mets dans cet environnement, eh bien, elle va extrêmement stresser. C'est au-delà de ce qu'elle peut faire, d'accord? Parce qu'on lui donne pas le pouvoir de le faire. Elle peut peut-être le faire au point de vue capacité. Simplement, elle n'a pas le titre, elle n'a pas la légitimité, elle n'a pas ce pouvoir, d'accord? Donc, si tu veux, si par exemple, tu as très peu de pouvoir et très peu de demandes. Donc, en gros, c'est facile, le genre de job du taylorisme, du fordisme, tu sais, tu mets juste, tu fais juste les machins, toujours les mêmes choses. Bon, c'est drifting. Donc, en gros, c'est la croisière. C'est calme, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de challenge en soi. C'est pas forcément ennuyeux parce que si toi-même, t'as pas beaucoup de demandes et t'as pas beaucoup de pouvoir, tu sens que tu fais ton boulot très, très bien et c'est pas forcément ennuyeux. D'accord? Mais voilà, ça va pas te challenger non plus. Par contre, si t'as beaucoup trop de pouvoir, imaginons que je suis le PDG d'une boîte et que on me mette à la réception. D'accord? Maintenant, cette fois-ci, on me met à la réception. Eh bien, je pourrais faire tellement d'autres choses que effectivement, je m'ennuierais. Parce que les demandes qu'on fait sont beaucoup plus basses que ce que je pourrais faire. D'accord? Alors, l'autre, là où c'est vraiment du mauvais stress, c'est quand on te demande de faire des tâches qui sont très élevées, bien plus supérieures que le pouvoir que tu as. D'accord? C'est l'exemple de ma secrétaire qui, d'un seul coup, on va lui demander tout de suite de manager une équipe de 25 commerciaux.
c'est pas du tout quelque chose, qui est facile à faire, tout simplement parce que voilà, les demandes sont trop grandes par rapport au pouvoir qu'on lui donne. Si elle vient en tant que réceptionniste, ben, ils vont la regarder, ils vont lui dire mais enfin t'es pas voilà. Donc très stressant, d'accord. C'est pareil si tu sais pas comment faire quelque chose, mais on te demande de le faire quand même. Eh bien, c'est du mauvais stress. Parce que tu sais pas comment commencer, il n'y a pas d'information, tu es perdu. Et ça, c'est du mauvais stress. Par contre, là où c'est du bon stress, c'est le challenge. C'est quand on te demande de faire beaucoup de choses. Pas en termes de quantité forcément, mais en termes de difficulté aussi. Et tu as le pouvoir pour le faire. C'est-à-dire que tu as accès à des formations, tu as accès à des informations, tu as accès à des ressources pour pouvoir mener à bien. Donc du coup, ça rend la chose, effectivement, on t'en demande beaucoup, mais ça devient un challenge. Donc d'accord, tout le stress n'est pas mauvais. C'est ça qui est important. D'accord? Alors maintenant, le mythe numéro 4. Le mythe numéro 4, un job de rêve, c'est un job qui paye bien. Ouais. Non? C'est un mythe. Alors, ils ont fait une étude, tu sais, sur ça, et je vais la partager dans une seconde. En tout cas, le besoin là qu'on essaye de combler, c'est le besoin de sécurité. D'accord. C'est le besoin de se dire, voilà, si on a de l'argent, rien ne peut nous arriver. On peut perdre notre boulot, mais on a un peu d'épargne, on peut faire des vacances, voilà. Tu vois, on peut mettre de côté. On se sent sécurisé avec l'argent. Et ça, c'est notre besoin primaire de sécurisation. D'accord? D'accord? Ouais. Ils ont fait une étude donc en Amérique où là, ils ont étudié les revenus des households, des familles, d'accord? Et voir l'évolution, d'accord? Et sur l'axe des ordonnées, eh bien, ils ont mis le niveau de satisfaction de la vie en général, d'accord? Donc, ils leur ont donné simplement de 1 à 10, vous êtes satisfait de combien? Et puis, ils ont parlé comme ça à différents niveaux de revenus par famille, d'accord? Et ils se sont aperçus qu'en fait, pour les tout petits revenus, eh bien, effectivement, la courbe, elle était, je sais pas si on voit ma souris. Oui, on voit ta souris qui bouge, oui. D'accord. Tu vois, tout au début, pour les tout petits revenus, effectivement, plus de salaire, c'était énorme c'est quasi exponentiel dans la frange. 10 à peu près à 35-40K. Voilà. Alors là, on est en milliers de dollars donc par an. Hein. Et par contre, on s'aperçoit que petit à petit, cette courbe, elle se tasse. Ouais. Alors que normalement, si l'argent voulait dire job de rêve, plus on en gagne, plus on est heureux, d'accord? Ouais. Et elle se tasse pour arriver à 7,5 et pas forcément dépasser 7,5 plus tard. Donc même avec beaucoup plus, d'accord? Donc il y a plusieurs études qui ont été menées comme ça, hein, et l'argent, effectivement, quand tu le gagnes, au début tu es content d'avoir ce salaire, mais au bout de 3 mois, tu fais pas encore la fête parce que tu as un salaire comme ça. Au bout de 1 an, t'es pas encore en train de yes, j'arrive pas à croire que je gagne tout cet argent. Non, en fait, ça devient normal, d'accord? Ce n'est plus quelque chose qui te rend heureux, d'accord? Le changement, la progression t'a rendu heureux, mais après, ça se tasse. Et même si tu continues à gagner encore plus d'argent puisque tu en as assez, eh bien, ça se tasse encore. Donc, c'est vraiment un mythe. Ce qu'il faut se rappeler, les gens sont pas contents quand je dis ça, Thierry, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'argent en soi, c'est juste une mesure de la valeur ajoutée qu'on apporte aux autres. L'argent est une mesure, une unité de mesure, en fait, de la valeur ajoutée qu'on apporte aux autres. Mm-hmm. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'écris un livre, et que mon livre est pas très bien, et que, allez, avec beaucoup de travail, il y a 50 personnes qui l'ont lu, je vais pas gagner beaucoup d'argent. Maintenant, si j'écris un livre qui est super bien, mais vraiment qui aide, qui donne toutes les techniques et méthodes et je sais pas quoi, et qui a une belle histoire et que les gens accrochent et qu'ils passent un bon moment et qu'ils apprennent, etc. et que ça les change en profondeur et que c'est génial et que il est vendu à 15 millions d'exemplaires, eh bien, je vais gagner bien ma vie. Oui. Donc, en fait, c'est proportionnel au nombre de gens que tu touches, d'accord? À l'impact que tu as sur les autres, en fait. À l'impact
Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, plus je vois, ouais. en termes de nombre et pas forcément en force d'impact. Oui, oui, c'est vrai, oui. Ouais. Et alors, le truc, c'est pareil un petit peu pour le PDG. Le PDG, il est censé avoir un impact sur un plus grand nombre d'employés que le manager des ventes, de l'équipe de vente. Donc, tu vois, et on marche comme ça dans le monde. Dans le monde, c'est comme ça. Donc, quand on voit, par exemple, ici à Dubaï, certaines nationalités gagner un petit peu moins, là, on touche sur l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a des nationalités qui sont plus présentes, plus disponibles, et donc en oversupply, oui, une offre surnuméraire. Mais voilà, et que du coup, il y a une différence. C'est pareil pour les compétences techniques. Certaines compétences techniques, certains secteurs d'emploi vont être moins payés que d'autres à expérience équivalente, tout simplement parce que il y en a trop dans un marché et que voilà, il y a toujours cet aspect d'offre et de demande qu'il faut garder en tête. Donc quand les gens disent ouais, les nationalités, certaines nationalités elles touchent plus ou moins, etc. Il faut juste compter et on s'apercevra effectivement que certains secteurs d'emploi il y a plus de nationalités, etc., etc. Alors l'autre point aussi, alors là on en est au mythe numéro 5, je crois. Je crois que c'est numéro 5. Alors attends. Voilà, le mythe numéro 5, c'est tu sais, un job de rêve, c'est travailler pour une grosse boîte. Tu sais que je me suis assis à côté d'une personne une fois et puis on commence à discuter, tu sais, on était dans un avion puis on commence à discuter, moi je lui ai dit qu'est-ce que tu fais et tout, et puis la personne me dit je travaille à IBM. Je fais d'accord, mais tu fais quoi à IBM? En fait, je suis assistante de direction. Et tu vois, un peu comme je travaille à IBM passe avant ce que je fais, qui était ma question en fait. C'était pas important pour moi où elle travaille, mais pour elle, c'était ça qui était important. Alors, ça, c'est un besoin aussi. Et ça, c'est un besoin d'être un petit peu d'avoir un espèce de statut social, une reconnaissance sociale. Et effectivement, les sociétés avec lesquelles tu t'associes, vont un petit peu te prêter de leur réputation, de leur statut. Quand tu dis je travaille pour la NASA ou je travaille pour je sais pas Palais de l'Élysée ou Siemens ou des choses comme ça, ou Google ou des choses comme ça. Et souvent moi j'ai ça, Thierry, j'ai des gens qui savent pas trop quoi faire et j'ai un client comme ça qui était comme ça, il a changé un petit peu d'idée, mais il me disait, Hamza, moi, tout ce que je veux, c'est travailler pour une grande multinationale. C'est vraiment mon rêve. Je fais, mais c'est pas un rêve de travailler pour une structure. Et souvent, les gens qui travaillent pour les structures auront une histoire totalement différente que la perception qu'on a, nous, de l'extérieur. C'est-à-dire que quand les gens travaillent pour X société, en interne, c'est pas du tout l'image qu'ils avaient en externe, parce qu'en externe, effectivement, le département marketing fait bien son boulot, tout ce qui est branding, etc., etc. Donc ça, c'est un point où on a besoin de statut, et c'est dommage qu'on aille le chercher, encore une fois, qu'on aille l'emprunter par ça. Ça, c'est vraiment les 5 mythes. Alors, bien sûr, je vais pas juste dire des mythes, je vais essayer de trouver. On a ces besoins, ils existent, d'accord. Et je vais essayer de fournir une réponse. Enfin, je vais fournir une réponse qui va nous permettre d'avoir ces 5 besoins, mais sans les emprunter, sans faire tout ça, d'accord. D'accord. Le truc, c'est qu'on a tous des super pouvoirs. Est-ce que tu sais, Thierry, la différence entre un talent et une compétence? Non. En fait, non. Donc, je vais pas essayer de me ridiculiser. Attention, on est live. D'accord, ok. Alors, je vais tenter quelque chose. Alors, je vais dire tiens, justement, nos amis qui êtes sur Facebook, vous avez aussi le droit de répondre à la question. Je dirais qu'un talent, c'est quelque chose qui est plus ou moins inné, ou en tout cas qui ne résulte pas d'une formation, et qu'une compétence, c'est peut-être la manifestation d'un talent, mais quelque chose qui a été développé par l'expérience et la formation.
Ouais, bah, t'as tout à fait raison en fait. Si tu veux, on est prédestiné. Déjà, on est tous différents et que, a fortiori, si on est tous différents, on va aimer certaines choses plus que d'autres. D'accord? Et le talent, ça va plus loin. Tu as raison. C'est quelque chose pour lequel on est né. Et on le voit très très tôt, ça, quand on nous demande, par exemple, quand on regarde les notes à l'école des élèves, bah, tu vas toujours avoir des matières de prédilection pour certaines personnes. Et ce sera jamais les mêmes. Les gens sont vraiment... Les combinaisons de matières, d'ailleurs, de prédilection, seront très rarement les mêmes. C'est-à-dire que tu pourras difficilement trouver dans une même classe ou même dans une même école ou même dans une même ville, des gens qui ont un profil similaire, à savoir le top matière qu'ils aiment le mieux, où ils ont les meilleures notes, c'est ces deux-là. Ensuite, celle où ils préfèrent après ça, c'est celle-ci. En fait, les combinaisons sont très très différentes et c'est ce qui fait qu'on est unique. Alors, ça c'est un super pouvoir. Si on arrive à le découvrir, si on arrive à le maîtriser, si on arrive à le perfectionner, ben c'est une espèce de super pouvoir. On est né avec des super pouvoirs, c'est-à-dire une facilité dans certains domaines. Et la pire chose qui puisse se passer pour quelqu'un, c'est de travailler dans les autres domaines. De travailler dans les autres domaines, de pas forcément être bon dans ce qu'on fait, ou pas forcément être mauvais non plus, mais toujours dans la moyenne, c'est-à-dire qu'on progresse pas très rapidement, on gagne pas sa vie autant que ça, on n'est pas si content d'aller au boulot, etc., etc., etc. Et du coup, on rêve de changer, mais on sait pas quoi, parce qu'on n'a pas trouvé ce talent. Quel est ce talent? Ça, c'est notre super pouvoir. Une fois qu'on le découvre, on se rend compte qu'en fait, les choses vont plus vite. Enfin, je vais en parler dans une seconde, mais le but, c'est vraiment de le découvrir, ce talent. Alors, je vais donner quelques petites pistes importantes. Déjà, un talent, ça veut pas dire un job. C'est-à-dire que ton talent, Thierry, il peut être dans plein de jobs. Ouais. Barack Obama aurait pu être vendeur, président, du coup, politicien, peut-être avocat, plaidoyer. Tout ça, c'est des jobs où son talent d'oration aurait pu être mis à bon escient. Tous ces jobs-là. Donc, si Barack Obama se disait à 8 ans, il se disait tiens, je me demande ce que je vais faire comme job, et on nous demande très très tôt de choisir un petit peu une voie, la voie scientifique, puis après l'entonnoir se resserre, tu dois choisir tes études, la voie commerciale, etc. Et puis petit à petit, on est voilà, j'ai école de commerce, spécialité marketing. Et là, à partir de là, comme on est formaté par cette société, l'éducation, enfin notre système scolaire, etc., c'est pas qu'en France, c'est un peu partout, où ce système d'entonnoir, on pense juste en forme de job. Je sais pas ce que je veux faire, ça veut pas dire je sais pas ce que je veux faire, ça veut dire je sais pas quel job je vais faire. Alors que normalement, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est je me demande qu'est-ce que je peux faire d'autre, faire, c'est-à-dire en termes d'activité, et pas en termes de job, d'accord? Donc ça, c'est le point numéro 1. La première question que je pose, moi, quand j'ai des clients, Thierry, qui sont un petit peu perdus, je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais le mieux et avec le minimum d'effort? Quelle est la chose que tu fais le mieux de toutes les choses que tu fais, mais en plus avec le minimum d'effort? Alors, bien sûr, j'élimine regarder la télé, les choses comme ça. Il faut que ce soit quand même un petit peu plus professionnalisant. Ouais. Mais les gens, souvent, comme ils sont en autopilote, c'est-à-dire que le cerveau n'intervient même plus dans ces transactions-là parce que ils le font naturellement. Ils sont, je te dis, prédestinés, ils le font tout le temps. Ils sont habitués. Par exemple, ta capacité d'écoute, ta capacité à parler, à choisir les bons mots pour convaincre avec le ton de ta voix, tout ça crée un talent. Par exemple, ta capacité à aimer les chiffres, à réfléchir très très vite en chiffres, à voir les petits détails, à calculer, arranger les choses différemment. C'est vraiment les gens qui sont habitués, qui ont un talent pour tout ce qui est chiffres. D'accord? Et puis on peut avancer comme ça. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on fait le mieux, mais avec le minimum d'effort. C'est du genre,
si, par exemple, tu sais, moi, on a tous rencontré, par exemple, des bricolos. Des bricolos qui, eux, étaient super bons. Et moi, je parle pour moi. Moi, je suis deux mains gauches, quoi, deux pieds même en bricolage. Ouais. Et alors, moi, je vois des gens qui viennent m'aider, payés ou pas, si c'est des amis, ils vont venir, mais ils vont venir avec une passion, et ils vont me dire, mais regarde comme c'est facile, c'est ça que j'aime bien, moi, quand tu peux faire ça, regarde, et pouf, t'as vu, c'était facile. Oui. Non, c'est facile pour toi. Ouais, oui, ça rejoint un petit peu, tu sais, tous ces... ce qu'on peut voir dans ces émissions un peu de tutorat ou à la télévision ou sur internet où quelqu'un est doué dans ce qu'il fait et alors ça donne des trucs super simples. Tchak il fait 2 gestes par exemple pour de la cuisine ou comme tu dis du bricolage ou même pour des choses assez évoluées et puis tu regardes ça, la vidéo elle dure 3 minutes, t'as pas comment dire, tout s'est bien passé, c'est dans le flow et puis toi après tu tentes et puis voilà, tu mets les légumes, ça se met à brûler, tu rajoutes du sel, il y a la boîte qui tombe, enfin voilà quoi. Ouais, c'est exactement ça en fait. Et donc ça c'est la première question que je pose. Et il faut faire une liste parce qu'il n'y a pas une seule chose. Il n'y a pas une seule chose. Il y a plein de choses. Et des fois, le fait de faire des listes va nous permettre de voir plein de choses, mais qu'on peut regrouper dans des catégories similaires. Donc l'idée c'est de presque faire un brainstorming. La deuxième question que je pose, c'est quand est-ce qu'on expérience le flow? Alors le flow, c'est pas quelque chose de très connu en France, je pense qu'on appelle ça d'être dans la zone. Je sais pas, je vais te l'expliquer. Ouais. Tu vas me dire comment on appelle ça en français, comment on dit ça en français, d'accord? Le flow, c'est quand tu fais une activité et que tu t'immerses complètement dans cette activité au point que tu ne vois même plus le temps passer, que tu ressens même plus la faim si tu as un petit peu faim, et surtout tu expériences une accélération de tes capacités cognitives, c'est-à-dire que tu as l'impression de réfléchir beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus efficace. Tu es dans la zone, tu es dans une zone, une espèce de bulle imaginaire où tout est tellement bon et c'est une accélération. En plus, tu kiffes quoi. Hein. Tu aimes beaucoup. C'est quelque chose. Tu expériences le flow. Tout le monde a expérimenté le flow. Tout le monde. Même c'est bête ce que je veux dire, mais même en faisant la vaisselle, même en faisant la cuisine, même en faisant n'importe quoi, on expérience des périodes, des timings de flow. Et ça, quand on arrive à se dire attends, je vais essayer de le faire maintenant consciemment en disant ah attention là waouh, il est quelle heure? Ah ouais, je me suis tellement plongé dans ce truc là, ça m'a tellement plu. Ah bah tiens, ça c'est une activité où j'ai expérimenté le flow. Si tu veux, c'est une espèce de signe. C'est une forme de plénitude en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ou d'achèvement, d'accomplissement. D'accomplissement, de plénitude j'aime bien. Plénitude j'aime bien parce que c'est vraiment c'est comme si ton cœur, passion, ce que tu aimes faire était aligné complètement avec ton cerveau. C'est-à-dire que les deux font qu'un en fait, et que y a pas d'effort. Je sais à titre personnel de quoi tu parles puisque c'est une sorte d'extase que j'ai atteint à plusieurs niveaux et quand j'ai eu mon job de rêve que j'ai eu d'une manière répétée, c'est comment dire le moment en fait où tout est parfait. C'est-à-dire que vous faites des choses difficiles pour les autres d'une manière facile et d'une manière gratifiante, mais surtout, comment dire, vous savez, quand on a plein de trucs New Age qui parlent de méditation, de yoga, de deuxième conscience et ainsi de suite. En fait, tout ça, vous l'atteignez au moment où vous êtes exactement à votre place en train de faire la chose, comment dire, pour laquelle vous êtes fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez l'impression que le monde s'est mis en place et ça se met à tourner très très vite et vous êtes au centre des choses. Et ça ça part pas dans tous les sens, dans le sens que machin, non. Au contraire, ça va dans une direction et vous êtes à la fois le moteur et le catalyseur de cette de cette énergie. C'est quelque chose que je vous souhaite de connaître, mes amis. Et je pense que tout le monde l'a expérimenté. Est-ce que pendant que j'explique la troisième question que je pose, est-ce que les gens peuvent commenter? Oui, allez-y, commentez. Est-ce qu'ils si vous avez déjà connu le flow ou pas, quoi. Ouais, voilà.
En 3, c'est les challenges que l'on aime bien résoudre. Alors, il y a des challenges que les gens n'aiment pas du tout résoudre. Tu sais, moi, je fais du coaching et souvent, mes amis me disent, mais je sais pas comment tu fais. Mais je sais pas comment tu fais. Oh là là, mais je sais pas comment tu fais. Et puis je mets une vidéo, par exemple, et puis t'as un troll qui va dire des méchancetés ou des choses comme ça. Eh bien, les gens vont dire, mais je sais pas comment tu fais. Mais en fait, c'est là le truc, c'est que moi, je trouve que le challenge en vaut la peine. Et que j'aime ce challenge, j'aime écouter les gens, j'aime partir d'un point et les faire arriver au niveau au-dessus à chaque session. C'est quelque chose qui me remplit en fait. C'est aussi, vous pouvez vous en rendre compte quand vos amis vous disent quelle patience tu as, en parlant de ce que vous faites, alors que vous avez même pas l'impression d'avoir été patient. Exactement. Vous pourrez par exemple vous définir comme étant une personne relativement impatiente. Moi, il y a des trucs, vous me les ferez pas faire 5 secondes d'affilée. Et puis, dans certains cas, je peux tenir pendant des heures et des heures jusqu'à épuiser tout le monde parce que, voilà quoi. C'est ton truc. Voilà. Ben, tout ça, c'est des signes que ton talent, il est là. Tout ça, c'est des signes que ton talent, il est là. Et il faut les écrire. Souvent, les gens regardent ce genre de choses et puis ils disent, ah tiens, ouais, ok, intéressant. Puis bien sûr, 2 semaines après, ils ont oublié. Ils se rappellent peut-être l'histoire du flow. Mais en fait, c'est la combinaison de ces 3 questions techniques qui va te permettre de croiser les informations et de commencer à dégager justement des zones de talent. Des zones de talent, d'accord ? Une fois qu'on a des zones de talent, alors le but c'est de le trouver, c'est ça qu'on fait. C'est un petit peu comme si on prenait une pelle et qu'on creusait, parce qu'on voit absolument pas. Tu sais, c'est tellement en automatique, en autopilote qu'on fait pas attention, on n'a jamais fait attention. Et surtout la scolarité, l'école, enfin la façon dont on est éduqué, à part les parents, hein, c'est tout le monde a son histoire personnelle avec les parents, mais à l'école on se fout complètement de ton talent. C'est-à-dire que y a une image assez intéressante. Tu sais, on te dit c'est un examen. Tout le monde doit faire le même examen par souci d'équité. Et l'examen, c'est monter sur un arbre. Et t'as tous les animaux, donc t'as un poisson rouge, un chimpanzé, un éléphant. Et bien sûr que tu imagines bien que le chimpanzé va pouvoir monter super bien sur l'arbre, il va avoir des bonnes notes. Et par contre, le poisson rouge et puis l'éléphant, ils vont peut-être échouer. Oui. Et tu vois, parce on ne se soucie guère de ta zone de talent. On va pas te diviser, on va pas essayer de développer plutôt les aspects où tu es fort. On va te dire non, tu étudies tout et bon courage, tout le monde est pareil. Et c'est ça qui fait qu'on n'a jamais eu à penser comme ça. Donc moi, ce que je conseille énormément, c'est vraiment d'écrire, prendre un screenshot ou d'écrire ces 3 questions. S'y pencher sérieusement et de s'y pencher vraiment super sérieusement. Donc une fois qu'on commence à rechercher, on va commencer à trouver. Par contre, le talent, il va ressembler un petit peu à ça. Le talent, il va souvent ressembler un petit peu à ça. C'est-à-dire que ça, Thierry, c'est un diamant. C'est un diamant. Sauf que c'est encore à l'étape, pas justement diamant, mais voilà, c'est à l'étape brute. On l'a pas encore taillé. Et ça, c'est notre talent. C'est ce qu'on aime faire. Mais tu vois, quelqu'un qui a un talent dans le foot, il n'est pas forcément encore au niveau de rejoindre telle équipe. En fait, absolument le tailler. Il faut absolument le travailler, ce talent. Alors, tu as plein de gens qui sont du gâchis de talent. Ils ont un talent, mais ils ne le travaillent pas. Ils sont trop paresseux pour le travailler. Ils vont pas essayer de vraiment faire les heures, faire le training, faire la formation, la pratique, aller aux entraînements. Ils vont se dire, tiens, je suis plus bon que tous mes potes et moi, j'ai pas besoin d'aller aux entraînements. T'as l'ego qui va rentrer en cours de route, etc., etc. Et ils vont jamais travailler ce talent. Alors que les autres vont pas forcément avoir un talent, mais avec le travail, vont dépasser les personnes talentueuses. C'est dingue, hein, parce que justement, le travail te permet d'acquérir une certaine expertise dans quelques domaines que tu sois, si tu ne lâches pas l'affaire, et que quelqu'un qui reste sur le talent brut, il va se faire très très vite dépasser. Quelqu'un qui travaille dur va toujours dépasser du talent brut. Donc le but du talent, c'est vraiment de le travailler après. Alors comment on fait ça ?
Comment on fait ça? Comment on passe de là à là? Il faut d'abord se dire, est-ce que déjà à la base, tu es en train de rechercher? Est-ce que tu recherches justement ton talent? Est-ce que tu es à l'écoute de toi-même, de ce que tu ressens? Est-ce que tu es vraiment en synchronisation avec ton corps ou est-ce que tu es juste en train de porter ton cerveau? Voilà, t'es une espèce de machine à porter un cerveau, voilà, et tu réfléchis pas trop. Juste, le but, c'est de se connaître, de toujours aller, ah tiens, t'as vu comment j'ai vraiment aimé, j'ai toujours aimé ça. Par exemple, moi, l'une des choses que j'ai toujours aimé dans le recrutement, c'était le conseil. J'ai toujours aimé le challenge, énormément aimé le challenge. Quand on me dit, non, je veux pas travailler avec toi. Quand on me dit, j'ai eu des cas où ma femme, Hamza, désolé, je vais pas prendre la proposition d'embauche. Moi, j'ai envie d'y aller, mais ma femme a dit non. Je vais aimer discuter avec sa femme. Je vais aimer comprendre la logique et puis essayer de trouver des win-win. J'ai toujours aimé ça. Et ça, il y en a que c'est très voyant. Moi, c'était pas voyant. Donc, du coup, pendant 14 ans, je vais faire du recrutement. Ça utilisait certaines partie de mon talent, alors qu'en fait, j'ai découvert que j'ai explosé en termes de satisfaction, de résultats, etc., dans le coaching. D'accord? La deuxième partie, c'est est-ce qu'on essaye des choses nouvelles? Si on n'essaye pas des choses nouvelles, Thierry, si on reste toujours dans son secteur, on prend pas par exemple, dans sa société, on prend pas de nouvelles responsabilités. On se dit, oh, moi, je suis pas payé pour, je peux pas payer plus, je vais pas prendre plus de boulot. Hein? Eh ben, le risque, c'est qu'on tombe jamais nez à nez avec quelque chose qui nous wow. Tu vois, du verbe wower. Ouais. C'est et ça, c'est, voilà. Et ça, c'est très triste. C'est très triste aussi à l'extérieur du travail. À l'extérieur du travail, c'est très triste quand on a le temps, on a la possibilité de le faire, mais tout ce qu'on fait, c'est se divertir. C'est très triste quand on se dit pas, tiens, lire des livres, on va essayer d'apprendre de nouvelles choses, on va essayer de participer à des associations, travailler avec d'autres personnes, prêter main forte à des charités, des choses comme ça, parce qu'on découvrirait qu'on a peut-être un talent qui s'était bien caché, d'accord? Et qu'on vient de découvrir. Et enfin, l'une des choses qu'il faut se dire, c'est si ça fait à peu près 18 mois ou 24 mois qu'on est dans un job et qu'on n'est pas bon, quelque chose me dit qu'on n'est pas en train d'exercer son talent. Alors, bien sûr, ça se trouve, le boss est pourri, ça se trouve, la boîte est pas géniale, mais ça, c'est pas grave, en fait, parce que on peut toujours partir. Mais surtout, le fait qu'on ait un talent nous permettrait toujours d'avoir de bons résultats et du coup, en fait, même les pires boss font très attention aux meilleures personnes de l'équipe. Ouais, donc, si tu fais un boulot depuis 18 mois, 24 mois, 5 ans, 10 ans et que t'es pas encore excellent à ton boulot, quelque chose me dit que c'est pas tout à fait ça. C'est pas encore ça. C'est pas ton boulot. Parce que il est tellement facile d'être bon dans quelque chose où on est inné. On a un talent inné et en plus qu'on a une passion, on aime ça, quoi. D'accord? Les deux vont souvent de pair d'ailleurs. Alors qu'avoir une passion sans talent, ben c'est pour ça que j'aimais pas le mythe où je parlais de suivre sa passion, c'est le talent. Si on a un talent avec une passion, alors là oui, d'accord, pas de souci, tu vois. On passe de là à là, c'est-à-dire du brut au diamant. Alors tu vois, le diamant, le truc c'est que il va commencer à briller. Et en fait, il va commencer à projeter de la lumière. Il va commencer à illuminer d'autres choses. Il va commencer à être très visible, de loin. Et ça, c'est une image, parce que c'est comme ça que les carrières se construisent aussi. Avec la visibilité, avec ce que les gens disent « Waouh, t'as vu ce qu'il est capable de faire ? Waouh, t'as vu ce qu'elle a fait, etc. etc. » Alors, d'abord, la première chose à regarder, c'est les habitudes. Pour pouvoir tailler ce diamant brut, il faut se dire, est-ce qu'on a des bonnes habitudes ? On a parlé d'une émission, à un moment, on a parlé d'habitudes la semaine dernière, je crois. Oui. Voilà. Et il y a des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. D'accord? Il y a des bonnes habitudes où les gens sont super productifs, excellents, ils s'améliorent tout le temps. Et des mauvaises habitudes aussi. D'accord? Il faut regarder les habitudes pour pouvoir comprendre si on est sur la voie de l'amélioration, enfin de tailler un diamant, d'en faire quelque chose d'incroyable, du talent à l'expertise, du talent à la légende, si tu veux, à devenir
quelque chose d'unique. C'est ça. Le deuxième, c'est est-ce qu'on prend des risques? C'est un petit peu comme est-ce qu'on essaye des choses nouvelles, mais plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend des risques? Est-ce qu'on prend des risques? Tu penses que tu es bon en public speaking, en présentation, public speaking, en présentation... prise de parole en public. Prise de parole en public. D'accord. Est-ce que tu le fais exprès? Tu crées des choses et tu te jettes un petit peu dans le... Tu vois ce que je veux dire? Tu te lances, quoi. Eh ben, c'est là que tu tailles, en fait. Quand tu te mets dans une situation en dehors de ta zone de confort, c'est là où tu te formes encore de plus en plus. D'accord? Et enfin, c'est est-ce qu'on est encore en train d'apprendre des choses? Encore en train d'apprendre des choses nouvelles. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ça qui va te permettre de savoir si tu es sur la voie de ça ou pas. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux le répéter 1000 fois parce qu'on a été programmé pour penser qu'en fait, on doit réfléchir à quel job on doit trouver ou quel secteur d'activité ou des choses comme ça. C'est pas ça. On doit essayer d'abord de trouver le talent. Et le talent, c'est pas un job, c'est pas un secteur, c'est pas une industrie. Le talent, quelqu'un qui me dit, moi, je suis super talentueux dans tout ce qui est informatique. Bah, je dis, bah non. En fait, l'informatique, c'est le réceptacle de ton talent. Donc, mais ça veut pas dire que tu peux pas être talentueux dans d'autres choses. Des fois, les gens ont cette vision un petit peu, tu sais. Alors, c'est bien, hein, de toute façon, s'il est talentueux en informatique, enfin, s'il est talentueux et qu'il trouve et qu'il est épanoui en informatique, il reste en informatique. Faut pas, d'accord. Mais par contre, souvent, on associe le talent avec un job et c'est faux. C'est faux. D'accord. Donc voilà, ça c'est le point. Alors maintenant, voilà, ça c'est important aussi. Les 3 cercles. Ouais. J'en ai parlé plusieurs fois, mais et tu sais quoi, Thierry, je vais encore en parler parce que à chaque fois il y a un twist. Ces cercles-là, ils s'utilisent un petit peu dans tout, même dans la vie personnelle, etc., etc. Et c'est vraiment tellement quelque chose d'important. Moi, ça me permet toujours de déterminer où est le problème avec mes clients. D'accord. Toujours. D'accord. C'est super important parce que tout se tourne autour de ces 3 cercles. Donc là, par exemple, je vais commencer avec un cercle qui est le service mindset, donc servir les autres. Tu te rappelles, je t'ai dit, je vais vous montrer que je vais essayer de montrer une façon d'avoir tous les besoins naturels remplis, d'accord, sans avoir à dire, bah tiens, mon besoin de statut, d'exister aux yeux des autres, etc., qui est complètement normal et naturel, eh ben, il passe par travailler pour une multinationale. C'est ça qui va me rendre heureux, puisque je vais être reconnu, vu comme quelqu'un qui travaille pour Google ou qui que ce soit. Eh bien, ça, ce besoin-là, il est sain, d'accord. Par contre, essayer de l'avoir avec cette méthode, c'est ça qui est pas sain, d'accord. C'est ça qui est pas sain. Donc, le service des autres, ça va être la chose qui va te permettre, Thierry, d'avoir justement tous ces besoins réunis en un. Comment on fait? Eh bien, alors dès que ça change, hein, parce que y a ça voilà. Ah oui, alors ça c'est un truc que je voulais dire. Tout le monde connaît Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs de foot. Et parce que je sais pas qui c'est qui regarde la vidéo, donc je suis obligé de dire ça. Alors le truc qu'il faut moi j'ai une question. Est-ce qu'un footballeur qui a du talent peut être bon? Imagine qu'un footballeur se dit, moi je suis super bon, comme ça, voilà, je suis super bon, je suis un athlète. Alors il faut savoir qu'il aurait pu faire d'autres sports, pas forcément le football, d'accord? Ça, c'est un peu le même principe, mais suppose qu'il n'est pas là pour servir les autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas au service de son équipe, il n'est pas au service de ses fans, il est au service de que lui. Il garde la balle, il a un ego démesuré, il a envie de garder. Je parle pas de Cristiano Ronaldo, hein, mais imagine qu'un footballeur aille pas à l'entraînement parce qu'il se dit je suis mieux que les autres. Je garde la balle quand je l'ai, je fais pas de passe. Enfin voilà, il percera jamais. Et surtout, son talent ne sera jamais un diamant. Son talent ne se transformera jamais en expertise.
il sera jamais l'un des meilleurs. Jamais. Parce qu'il n'est pas au service des autres. Tout talent, tout épanouissement doit absolument passer par le service aux autres. Obligatoirement. Si tu te dis, je suis super bon négociateur, eh bien, si tu le fais pour l'argent, tu ne seras jamais le meilleur négociateur du monde. Jamais un bon négociateur tout court. Parce que tu auras toujours cette idée. C'est le commercial qui va te suivre dans le magasin et tu prends une robe rose et il te dit « Ah, ça te va super bien ». Et tu vois, lui, il est au service de lui, ses commissions. Il n'est pas au service des autres. Par contre, le commercial qui dit « Ah, ça par contre c'est pour femmes, si vous voulez, je peux vous montrer le rayon homme », qui a pas peur d'essayer de conseiller. Franchement, moi, je trouve que ça vous rajeunit pas. Je trouve que ça, tu vois, eh ben, toi, peut-être qu'il va pas te dire que des bonnes choses, mais tu vas lui faire confiance parce qu'il est à ton service, il te rend service. L'épanouissement réel, c'est quand ton talent et tes compétences servent les autres. C'est ça qui est super important, c'est que souvent, on pense à nous dans cette recherche du talent, du job de rêve, on pense à nous, alors que la réponse, elle est à l'extérieur de nous. On fait un travail sur nous, c'est-à-dire on essaie d'identifier nos zones de talent. Cool. Mais deuxièmement, il faut absolument se dire, mais attends, à quoi ça sert? Pourquoi on a mis ce talent chez moi? Si ce n'est pour le donner aux autres, si ce n'est pour servir la communauté, mes collègues, mon employeur. Aujourd'hui, dans quel monde on vit, Thierry? On vit dans un monde où ton client, c'est qui? C'est ton employeur. Ton client, par définition, c'est celui qui te paye pour tes services. Donc ça, c'est ton employeur. Et tu sais ce qui se passe, Thierry, c'est que on est dans un monde où, dans les sociétés, on dit des mal de ses employeurs. On dit ouais, en plus t'as vu sa femme, en plus t'as vu comment il est fringué, ouais laisse tomber, il est de mauvaise humeur. On est constamment en train on a perdu cette notion de service. Si on peut essayer de gratter, tu sais il y a 8 heures de travail, 8 heures de travail. Si tu te mettais à compter avec une montre, un chronomètre, les heures réelles de travail, d'accord? Si t'es un commercial et que ton travail c'est d'être au téléphone et de rencontrer des clients, si tu te mettais à dire, allez, une journée de téléphone, tu te dis, tiens, je vais regarder le nombre de minutes que tu as passé au téléphone. Normalement, tu as 8 heures de travail, 2 pauses, allez, je t'enlève une demi-heure. Normalement, tu passes 7h30 au téléphone. Ou 7h30 à essayer d'être au téléphone. Eh ben non, tu vas avoir des blagues, tu vas avoir des emails, alors que c'était pas ton travail. Les gens sont pas au service des autres. Ils sont pas au service de leurs clients. Bien au contraire, on va même être dans une mentalité de descendre nos clients. Que ce soit des clients, elle me saoule celle-là, elle fait toujours des demandes. Voilà, une cliente qui t'embête, tu en parles comme ça. Déjà dans ta tête, tu n'es pas au service des autres. Tu ne peux pas être heureux et épanoui si tu n'es pas au service des autres. C'est pas possible. Tu peux pas traîner des pieds en disant ah, c'est lundi matin, c'est dimanche matin. Je vais au boulot. Il est inconcevable que tu aies une bonne journée. C'est juste impossible. Tu viens de te court-circuiter. Enfin, voilà. C'est ça qui est important, d'accord? Le but suprême du talent, c'est pas pour toi, c'est pas pour que tu gagnes de l'argent. Non, c'est pas ça. C'est pour les autres. L'argent, tu te rappelles, on a dit que c'était une unité de mesure, la mesure de la valeur ajoutée que tu apportes aux autres. Tu vois comme tout en fait est connecté en fait, mais qu'on est obligé de passer par la case des autres, par la case des autres, d'accord? D'accord. Alors c'est bien parce que tu sais, comme il y a des slides qui bougent plus rapidement que d'autres, des fois quand j'argumente beaucoup, c'est aussi que la slide, j'ai appuyé sur la souris il y a 5 minutes et que ça change pas. Donc si tu me trouves un petit peu long des fois, c'est juste la slide. Alors, le service aux autres, donc parlons-en. Ça, c'est un proverbe chinois qui dit « If you light a lamp for someone else, it will also brighten your path ». Si tu allumes la lampe de quelqu'un, eh bien, ça illuminera aussi ton chemin, ton path. C'est beau, parce que l'épanouissement réel, il est dans le service des autres. Tu sais, tu vas gagner, tu vas doubler ton salaire.
Je te dis, voilà, pendant 1 mois, 2 mois, allez, 6 mois, au pire, tu vas être content. Tu vas pas arrêter de t'en rappeler, tu vas dire, j'arrive pas à croire que je gagne 2 fois plus, tu t'achètes une super belle voiture, une super belle maison, peu importe. Tu arrives à Dubaï, oh, j'arrive pas à croire que j'habite à Dubaï. Tout ça, c'est pour toi. Mais en fait, c'est ponctuel. Ton niveau de bonheur, il est ponctuel. Maintenant, essaye d'aider quelqu'un dans le besoin. Des années après, tu te sens encore bien par rapport à ça. Tu t'es fait beaucoup plus de bien à donner, ton service, de l'argent, de l'aide, ou peu importe, que à recevoir. Il est là le secret de l'épanouissement. Et aujourd'hui, dans une société, dans presque toutes les sociétés où on est plus sur l'individualisme, pense à toi, pourvu que tu es heureux, enjoy yourself, etc., etc., on pense pas à créer cette connexion avec la société, avec les autres, en se disant, en fait, je suis au service des autres. Sur ce point-là, je terminerai juste avec un exemple. J'ai eu une cliente qui était super en stress. Récemment, d'aller à son premier entretien. Elle est en stress parce que, c'est en anglais, et elle parlait pas très bien l'anglais, elle pratiquait pas l'anglais, et elle est en stress parce que c'est le stress de l'entretien, quoi. Et je lui dis, mais pourquoi t'es en stress? Mais c'est un entretien, quoi. Le pire, c'est quoi qui se passe? Le pire, c'est que j'ai pas le job. D'accord? Mais, t'y vas pour avoir le job, alors? Ouais. C'est le but, non? Je fais, non. Le but, c'est, ils ont besoin d'aide, ces pauvres gens. Le but, c'est de voir si tu peux les aider. C'est juste de les écouter, d'essayer de les rassurer si tu peux les aider, et de leur dire franchement si tu peux pas les aider. En fait, quand tu changes de paradigme, tu t'aperçois que même les émotions de stress et négatives qui te paralysent parce que tu veux les choses pour toi, tu veux gagner l'entretien pour avoir le salaire, pour avoir le job, eh bien, tu peux les changer avec ce service aux autres. Dis-moi si ça fait pas de sens. Oui, si, ça a beaucoup de sens. D'accord. Et est-ce que les autres commentent? Parce que j'aimerais bien savoir aussi si ceux qui nous regardent comprennent, quoi. Pour l'instant, ils doivent tes paroles. Ouais, d'accord. Ou alors ils font autre chose en prétendant de regarder. C'est possible aussi. Alors voilà, on se pose toujours la question, c'est qui nos clients? Ton premier client, c'est ton employeur. Ouah, ça fait un peu faillot, n'importe quoi. Ton premier client, c'est celui qui te donne le salaire. Ton contrat avec lui, c'est de te donner à 100%. Tu sais pourquoi? Parce que il y a toujours 100% de ton salaire qui est versé. Si tu as 8 heures de travail, ton premier travail, c'est de maximiser ces 8 heures de travail à son service. Si tu as un problème avec un collègue, si il y a un problème dans ton département avec un collègue, ton travail, si tu veux vraiment faire ce service à ton client, c'est d'aller essayer de prêter main forte à ce collègue. Ton travail, c'est de l'assister, de lui donner des idées, de l'encourager, de dire bonjour à tout le monde, de mettre une bonne humeur. Ton travail, c'est de servir les autres. Parce qu'à partir de là, les conséquences, c'est un cercle vertueux magnifique. Il y a une espèce d'effet domino où les gens vont commencer à avoir une certaine perception de toi, donc ton image de marque, ta réputation va s'en trouver enrichie. Hamza est super positif, il est toujours souriant. En plus, c'est quelqu'un, tu lui demandes quelque chose, il le fait. C'est quelqu'un, il dit jamais des choses mauvaises sur. Tu te fais une réputation. Tu sais qui évoluera toujours plus vite, c'est les gens qui ont une meilleure réputation. Pas les meilleurs dans le job. Souvent, les gens se plaignent, tu sais, ils me disent « Je veux changer de boulot. » Ok. Pourquoi? Il y a mon collègue, il est arrivé 2 ans après moi, il a moins d'expérience que moi. Moi, j'ai un master, lui, il a un bachelor. Et il vient d'avoir une promotion et pas moi, quoi. Moi, j'en peux plus de cette boîte, quoi. Intéressant. Pourquoi? Parce que c'est pas l'expertise, le niveau d'expérience qui prime. Souvent, on va trouver des gens qui vont se sentir plus seniors, plus experts que leur manager. Et ils vont dire, parce que le manager a une meilleure réputation. Il a été au service des autres plus. Et souvent, les mauvaises langues vont dire, ouais, lui, il fait de la lèche. Non, c'est toi qui as rien compris. Lui, il est au service des autres. Alors, donc, qui sont tes clients, quoi? Et enfin, toujours essayer de donner plus que ce que tu es payé. Donne plus que ce que tu es payé.
donne plus que ce que tu as payé. Tu vois, les gens payent pour 1 heure, bah donne-leur un petit peu plus, c'est pas grave. Voilà, tu vois, on t'a dit, tiens, envoie-moi juste des notes par rapport à ça, bah mets-le dans un joli document. Tu vois, fais-en plus. C'est ça le service, le service client 5 étoiles. C'est quand tu surprends en plus les autres. Et ça, bah, tu fais 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, réputation. Et petit à petit, t'es le confident du boss, t'es la première personne à qui les gens vont penser pour une promotion, etc., etc. Alors, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Je te dis que c'était un petit peu long, mais je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de complet. Alors, maintenant, on va parler du 2e cercle. Alors, avant de parler du 2e cercle, tu sais, suppose que tu fais du bon boulot. Tu vois, ce footballeur, bah, il a du talent, mais en plus, il se met au service des autres. Il se met au service des autres. Il se met au service de son équipe. D'accord ? Il se met au service de son équipe, c'est génial. Et il explose. Il explose. L'entraîneur le fait jouer tout le temps parce que ben, il est pivotal dans l'équipe, etc., etc. D'accord ? Les fans l'aiment bien. Enfin voilà, il est en demande, etc., etc. Eh bien, c'est là que ton talent devient effectivement, tu sais, un diamant. Et surtout, c'est là que tes besoins commencent à être, comment tu dis, tes besoins sont réunis? Non. Tes besoins sont... Tu dirais comment en anglais? Met. Your needs are met. Tes besoins sont... Et si tu remplis tes... Ouais, voilà, enfin, c'est dur de... Tes besoins. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, oui. Tu vois, quand les autres disent « Waouh, t'as vu, il est comme ça », tu vois le besoin de statut, le besoin d'exister aux yeux des autres, qui est complètement normal, il est rempli. Sauf qu'il n'est pas rempli par une multinationale, parce que tu bosses chez X ou quoi que ce soit, il est rempli par ce que tu fais pour les autres. Il est rempli naturellement, d'accord? Et ça, tu peux y aller sur tous les autres besoins. Quand tu mets le service aux autres, c'est magique. Magique. J'ai rencontré une personne qui était passionnée de peinture, tu sais, et qui était bonne dans ce qu'elle faisait. Elle a monté sa petite boîte, et je l'ai rencontrée dans une foire, tu sais, une foire pour les nurseries. J'ai accompagné ma femme. Et alors je suis intéressé, et puis je vais lui parler, et puis elle fait des choses magnifiques, puis elle offre justement des cours de peinture aux tout petits, d'accord? Et alors je lui dis, donc c'est pas elle, mais c'est juste pour illustrer d'accord, c'est ton business, excellent, et toi t'es passionné par ça. Elle me dit ouais, donc ça c'est vraiment ma passion, etc. Et je lui fais, si tu pouvais améliorer quelque chose, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Et la personne me dit plus de clients. Je souffre un petit peu, c'est pas facile en ce moment. Alors donc on a quelqu'un qui se met au service des autres, d'accord, qui fait des choses très belles, qui a de belles idées et qui a trouvé son expertise, son talent, et qui l'a développé en expertise, d'accord? Mais elle a pas de clients. Elle a pas de clients. Tu vois, ce footballeur, en fait, il a un agent qui va lui toujours être à l'écoute des opportunités de carrière pour ce footballeur. C'est-à-dire qu'il va toujours être à l'écoute d'autres clients potentiels. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça, c'est super important, parce que la seule façon de faire un job qu'on aime réellement, c'est de créer un choix. Suppose que je connais mon talent et que je me mets à servir les autres. Déjà, on règle 75% des problèmes du monde. C'est impressionnant, d'accord? Que ce soit... En fait, dès que tu ne sers plus les autres, les choses dérapent, d'accord? Quand des philosophies, des politiques ne servent plus les autres, mais maintenant sont contre les autres, elles dérapent, ces politiques, elles deviennent extrémistes. Quand des mouvements religieux ne servent plus les autres, mais ils deviennent anti-autres, ils dérapent. Et t'as ça partout. D'accord? Le but premier, c'est toujours de créer un choix. Parce que si on a vraiment envie d'un job de rêve, d'une carrière de rêve, on a envie de pouvoir choisir. Le problème de la majorité des gens, Thierry, c'est que
ils font un job, non pas parce qu'ils ont eu le choix entre 3 jobs, ils ont choisi celui-là parce que c'était le meilleur, mais ils font un job parce que c'était le seul travail qu'ils ont trouvé au salaire qu'ils ont demandé. D'accord. Et qu'ils étaient sans emploi. Et alors, 2 ans après, ils rechangent, et puis c'est le seul travail qu'ils ont trouvé. Donc ils n'ont pas le choix non plus. Et puis on continue comme ça, et puis au bout de 5 à 10 ans, ils ont de moins en moins de choix. Ils se sont entonnoirés, ça se dit pas, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un néologisme. Recréons le français. Mais en tout cas, ils se sont mis dans une situation où ils ont tellement d'expérience dans, par exemple, le domaine de l'IT, qu'ils découvrent qu'ils aiment de moins en moins ce domaine-là, mais que c'est trop tard parce qu'ils ont tout leur background dans l'IT, parce qu'ils n'ont jamais créé ce choix. D'accord. Et ils se retrouvent un petit peu dans cette impasse, où après, pour changer de carrière, c'est beaucoup plus délicat. Parce que t'as construit, t'as un énorme investissement que t'es en train de dire, je veux faire autre chose. Donc après ça, moi ce que je dis, le deuxième cercle qui est important, c'est vraiment le cercle du marketing. Alors je vais pas insulter tout le monde parce que j'ai posé la question déjà plusieurs fois, qu'est-ce que le marketing? Le marketing, pour rappel, c'est vraiment l'art d'attirer des opportunités. L'art d'attirer des opportunités. Alors, que ces opportunités soient sous la forme de clients potentiels, de prospects, que ces opportunités soient sous la forme, si on est dans le secteur plus relationnel, personnel, si on cherche à trouver l'âme sœur, eh bien, le marketing de soi, c'est l'art d'attirer des potentiels clients pour l'âme sœur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, etc., ça va être attractif ou pas. D'accord? Ces 3 cercles, je te dis, ils sont applicables vraiment partout. Là, le but d'attirer, c'est quoi? C'est de se dire, il faut absolument que je sois dans une situation où j'attire toujours des personnes qui ont un pouvoir sur ma carrière. Que ce soit en interne, dans la société, c'est-à-dire être très visible, faire des choses, développer une réputation, même aux yeux du PDG, même si le PDG, c'est notre N+5. Mais il savait même pas qu'on existait, d'accord? N+10, il savait même pas qu'on existait. Eh bien, ta capacité à construire une réputation, c'est que elle te limite au N+1, au petit monde comme ça. Ta capacité à construire une réputation, à être au service des autres, à être bon dans ce que tu fais parce que tu as trouvé ton talent et que tu as développé une expertise, elle te permet aussi d'être connu sur le marché. Elle te permet de mettre des choses sur le CV ou de te marketer sur le marché d'une manière qui est différente des autres. Elle te permet, lors de prise de référence, d'avoir quelque chose de incroyable. Aujourd'hui, souvent les gens, quand ils disent référence, ils donnent leur pote. Ils donnent le numéro de leur pote. Ouais, dis que t'étais mon manager. Ouais, merci, ok, merci. C'est dommage. Il y a un vrai dysfonctionnement quelque part. C'est dommage d'en arriver à là. Et c'est sûr qu'avec ce fonctionnement, on peut pas aimer ce qu'on fait. C'est sûr que c'est pas la voie à prendre. Donc c'est ça le marketing. Donc l'idée maintenant, c'est de se dire, bon, maintenant que je suis capable d'attirer, je vais créer un CV où mon service aux autres va me permettre de mettre par exemple des résultats extrêmement bons pour mes employeurs, parce que j'ai toujours été à leur service. J'ai mis leur bien-être, leurs résultats, leurs objectifs en premier, pas le mien, parce que moi je donne mon temps aujourd'hui à cet employeur, d'accord? Mon objectif, il est après les heures de travail, d'accord? Et je regarde le CV de la personne et je vois quelqu'un qui est reconnu, qui a eu le trophée du meilleur employé de SI, qui a réussi à battre le record de la société sur le nombre de plus de machins, etc., etc. Eh bien, ça, c'est attractif. Et c'est là que le CV aussi va commencer à attirer les opportunités. Le 3e cercle, c'est vraiment se vendre. Se vendre parce que quand on a des opportunités, on va pouvoir discuter avec les gens. Que ce soit en opportunité de réseau, les gens ont peur de faire du réseau. Je donne un training d'une demi-journée en septembre à Abu Dhabi. À la chambre de commerce, enfin le FBG, c'est la chambre de commerce à Abu Dhabi française, Benelux et canadienne, justement sur comment networker, parce que les gens sont en situation de vente,
d'eux-mêmes et ils paniquent un petit peu. Alors ça, c'est une compétence qui est très importante parce que tu vois, comme cette artiste peintre, si elle arrive à attirer des gens mais qu'elle est incapable de les convaincre, c'est ça, hein, vendre, c'est l'art de persuader ou de convaincre, d'accord? Vendre, c'est l'art de persuader ou de convaincre, d'accord? Si elle est pas capable de convaincre en entretien ou dans en networking ou dans ce genre d'interaction, eh bien malheureusement ça va pas marcher, quoi. Et ça, c'est vraiment, on va pouvoir avoir, quand on a deux cercles très puissants, service aux autres, qu'on a découvert son talent et qu'on a une machine à attirer, si tu veux, on sait comment faire un CV, on sait comment construire une réputation, etc., notre image de marque. Alors tôt ou tard, on va se retrouver dans une situation de vente, de convaincre quelqu'un d'autre de nous payer plus, de nous promouvoir si c'est en interne, etc., etc. On est obligé. Et j'entends souvent les gens dire « Ah, j'aime pas moi la vente ». Eh ben, c'est pas l'état d'esprit en fait des gens qui vont réussir, hein, parce que aujourd'hui, il est inconcevable de réussir une carrière sans savoir se vendre. C'est inconcevable. C'est juste pas possible en fait. Donc tôt ou tard, on va avoir des entretiens. En conclusion, c'est fini. Je sais Thierry, c'était un peu long, je suis désolé. En conclusion, les 3 étapes. Numéro 1, c'est trouver son talent. Trouver son talent, mais l'aiguiser. Le talent, juste le talent, ne sert à rien si on va pas à l'entraînement, si on pratique pas, si on se forme pas. Bah, il restera sous la forme brute, d'accord? Le deuxième, c'est de le mettre au service des autres. Parce que c'est ça le vrai épanouissement. C'est pas de gagner plus d'argent, d'essayer d'avoir le job, d'essayer d'avoir la promotion. En fait, à chaque fois qu'on fait ça, on se met dans une situation de stress parce qu'on se met dans une situation on risque de pas l'avoir, on risque de perdre cette opportunité. Alors qu'en fait, si on se met plus dans une situation de peut-être que cette promotion me permettrait d'aider la société encore plus. Mais comment ? Et alors, on a un entretien en interne et puis la personne dit on a 2 personnes en interne, pourquoi on devrait vous choisir ? Et bien, toi, si tu es capable de dire je pense que vous devriez me choisir parce que j'ai fait un petit plan sur les 6 prochains mois, ce que je mettrai en place pour pouvoir élever les résultats de la société dans mon poste. Waouh ! Alors, tu vas dire, mais franchement, personne n'y aurait pensé ça. Les gens vont juste te dire, j'étais là depuis très longtemps, en plus je suis gentil, tout le monde m'aime bien, j'ai des pas trop mauvais résultats. Alors que quand tu te dis non, si je sers les autres, je vais essayer de leur faire un petit plan parce que je suis à leur service. Et quand quelqu'un va arriver avec un plan d'action, même s'il n'est pas exactement ce que l'employeur recherche, il va quand même apprécier le truc. Ah ouais, quand même, le gars, il est carrément arrivé avec un plan marketing, un plan business, un plan... Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça change tout quand on a ce paradigme du service des autres. D'accord ? D'accord. Et enfin, il faut absolument apprendre à se marketer et à se vendre. Absolument apprendre à se marketer et se vendre. Si c'est quelque chose, tu le sais toi Thierry, je fais ça très souvent, mais si on ne sait pas se marketer et se vendre, c'est game over. Si tu vois, ce Cristiano Ronaldo, il n'a pas un super agent, c'est game over. Combien de talents n'ont pas été découverts ? Plein. Combien de talents jouent super bien, mais ils savent pas se marketer, se vendre. Combien d'artistes, combien d'employés, ils sont juste dans leur coin, ils font du très bon boulot, mais ils savent pas se marketer et se vendre. Il y en a plein. D'accord ? C'est ça qui est important. Alors, voilà, hein, c'est un petit peu ça. Voilà. J'espère que ça fait du sens. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ? Écoute, on va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je t'avoue que j'ai fait un petit. En plus, je suis allé au plus court. Hein. Tu sais que c'est un sujet qui me passionne, moi, être heureux au boulot. Ça me passionne tellement que j'ai même un service qui s'appelle Performance Coaching, où c'est vraiment là. T'imagines, Thierry, juste un truc. Imagine un monde où tout le monde fait ce qu'il aime. Imagine juste un monde où tout le monde fait ce qu'il aime. En termes de productivité, une société qui a des employés qu'ils aiment.
est-ce que tu penses qu'elle détruit, qu'elle défonce toutes les autres sociétés ou pas? Ouais. Est-ce que tu penses qu'elle crée du coup plus d'emplois ou pas? Ouais. Imagine un monde où tout le monde fait ce qu'il aime. Imagine un monde où le lundi matin, les gens, ils ont un smile comme ça, quoi. Tu vas à Paris, Londres, New York, les gens, ils se disent « Yes ! Oui. Yes !» Et pour avoir le smile à Londres, c'est qu'on n'a pas regardé le temps à l'extérieur. Enfin bon. Il fait le même temps qu'à Paris. C'est franchement pas très différent de Paris, mais c'est un stéréotype qui revient souvent de Londres. Mais t'imagines un peu oui, si bien tout le sûr. monde. Pour être sérieux, oui, j'imagine bien. L'impact quoi sur les autres, sur la société, sur la productivité, sur l'économie, l'impact sur la créativité, etc. Vas-y. On a quelques questions. Il y a Dandirama qui demande s'il y a des méthodes pour découvrir son talent. Alors là, on va revenir un petit peu sur les slides. Alors attends. Je vais revenir un petit peu sur les slides. Tu sais, il y avait sur le slide parce qu'ils sont pas à l'écran les slides en ce moment. Ah d'accord, ouais, c'est très bien alors. Je vais te dire, on va revenir un petit peu sur les slides parce que tu sais, on avait parlé de questions qu'il faut se poser. Tu te rappelles les 3 questions. Donc il faut simplement se rappeler de ces 3 questions-là et se dire, ben, je vais les mettre sur papier. Tu sais, quand on a parlé de flow, Ouais, on a parlé de... Comment? Ouais, c'était là? Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois? Okay. Alors, attends, je les affiche. Voilà. Voilà. En fait, comme c'est quelque chose d'invisible, le coach, il va juste te poser des questions. Il peut pas dire « Oh, toi, t'es trop bon à ça ». Je vais donner une 4e technique. Une 4e technique, demandez aux gens autour de vous. Faites une espèce de sondage, de vraie étude de marché, de gens qui vous connaissent et qui sont autour de vous. Et ça commence des parents, aux maris, aux meilleurs amis, aux collègues de travail, etc., etc., en leur disant « Dis-moi un truc où tu sais que je suis vraiment, vraiment doué. » Et tu vas voir que plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas parlé, vont souvent dire certaines choses qui vont revenir. Donc il y a 1, 2 ou 3 traits qui vont revenir. Tout à fait. Ben, ça c'est ce qui était justement, c'était la méthode qui était décrite dans la vidéo que j'ai postée dans le groupe. Alors je suis en train de parcourir le groupe pour voir. J'ai dû poster cette vidéo il y a 3-4 jours. C'était un TEDx aussi. Et justement, en fait, elle expliquait que c'est une jeune américaine en fait qui s'était formée toute sa vie pour devenir membre de la CIA. Voilà. J'ai déjà vu celui-là, oui. Voilà. Son but à elle, c'était en fait. Elle est coach maintenant d'ailleurs. Voilà. Et elle est coach en recherche d'emploi. Et en fait, son but dans la vie, c'était d'être un espion. Et puis donc, elle s'est formée à la géopolitique. Elle a appris des langues orientales, ce qui est pas facile pour un Américain, et ainsi de suite. Et puis voilà. Et puis un jour, en fait. Au moment de partir en mission, elle se rend compte que, en fait, elle aime pas tenir des armes à feu, ce qui est un petit peu embêtant. Et donc, elle arrête, puis elle sait pas ce qu'elle va faire. Mais pendant qu'elle cherche un emploi, elle aide ses anciens camarades à chercher des jobs et elle se rend compte qu'elle est très efficace là-dedans. Et aussi, les gens lui disent qu'elle est efficace là-dedans. Et tout compte fait, elle aime bien être efficace dans ce qu'elle fait. Et être reconnu, avoir un certain statut et tous ces besoins qui sont aussi réunis. Ouais, c'est exactement ça. Et pour avoir un peu vécu ces situations, je peux dire aux gens que des fois on va vous dire des choses et vous n'allez pas vous reconnaître. C'est-à-dire que vous allez vous demander aux gens autour de vous, dis-moi dans quoi je suis bon. Et les gens vont dire des choses et en fait, on va pas forcément vous dire les choses que vous auriez voulu entendre. Parce que c'est la perception qu'ont les gens que les gens ont de vous, et justement en fait, c'est bien là la différence entre le job de rêve et le job pour lequel vous êtes fait. Le job de rêve, c'est ce que vous aimeriez, c'est une sorte de fantasme, c'est tel que vous voudriez vous voir, et le job pour lequel vous êtes fait, en fait, c'est celui, vous levez le matin, puis vous vous rendez compte que vous avez des mains énormes. Pour être forgeron, c'est très bien. Par exemple, voilà. Et en fait, vous vouliez être pianiste et ça le fait pas. Ouais,
Donc ouais. Voilà. Voilà. Alors, au chapitre des questions, Laurence demande à quand un séminaire pour apprendre à se vendre? Bien écoute, ouais, c'est vrai que enfin, il y a tellement de sujets de séminaires, non, mais je garde en tête. Voilà. Alors, attention, Laurent, si j'en fais un et qu'après tu t'inscris pas, attention, Laurent, je sais où t'habites. Je sais. Oui, mais moi aussi, je sais où tu habites. Je connais quelqu'un qui te connaît. Voilà. Et il y a Omar qui dit, c'est un peu la même chose. Ce serait super si vous nous faites un live comment se marketer. D'accord, ça dépend en fait dans quel domaine. Hein. Tu vois, par exemple, le séminaire, enfin le workshop que je fais d'une demi-journée sur Abu Dhabi, c'est un workshop sur le networking. Et tu vois, sur chaque chose, il y a un monde à découvrir, il y a des techniques, des scripts, des méthodes, etc., etc. Et c'est vrai que c'est ça qui est tellement difficile, c'est de dire le thème marketing, mais finalement on se rend pas compte. Enfin, moi, je sais, comme c'est ultra vaste, moi-même, je suis étudiant de ces choses-là et que j'apprends. Je suis dans un océan où, en fait, je découvre toujours des nouvelles choses, etc., etc. Donc, un truc où comment se marketer, dans quel contexte? Parce que sinon, c'est des trucs de 3 jours, des programmes qui vont dire, alors, on va parler maintenant de se networker, le personal branding, les social media. On va parler maintenant aussi de comment se marketer sur son CV. Comment se marketer en interne dans une société. Comment on attire des opportunités en interne dans une société. Tous ces domaines-là, c'est des domaines uniques avec des scripts, des façons d'approcher les choses, des techniques et des méthodes uniques. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est ça il y a Omar et Dandy qui redemandent c'est quand le workshop networking à Abu Dhabi? Le 19, je crois. Le 19, je crois. Je peux le redire, ça. Ouais. Je crois que c'est le 19. Le mieux, c'est de se rapprocher du French Business Group. Parce que c'est eux qui organisent. Donc celui de Abu Dhabi. Celui d'Abu Dhabi, voilà, okay. À la différence du FBC, de French Business Council, qui est la représentation de la chambre de commerce à Dubaï. Donc le FB Business Group, c'est celui d'Abu Dhabi. Ok. Voilà, alors d'autres questions. Non, Laurence dit qu'elle sera la première à s'inscrire. Donc voilà, il y a déjà un inscrit à ton workshop. Tu fais une copie d'écran, on garde ça. Oui. Alors, j'ai une question de Najwa, mais d'ailleurs, bonjour Najwa qui vit dans les brumes près de Londres, même pire que Londres puisque c'est dans le Devon à 5 heures de Londres. Oui, donc oui, c'est ça. Elle dit, en fait, si on ne peut pas se vendre, est-il mieux de prendre justement un agent? Faut savoir que Najwa est peintre, enfin, entre autres, car elle a beaucoup de talent, et elle dit, oui, il pleut souvent ici, donc voilà. Pour l'agent. Oui, mais bien sûr, bien entendu, mais en même temps, il y a aujourd'hui dans le monde, tu sais, j'ai pas recherché le domaine des artistes peintres spécialement en Najwa, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, ces agents-là, ils existent, mais ils sont aussi de plus en plus remplacés par des plateformes informatiques. De plus en plus, on va avoir des sites plateformes qui mettent en relation. Des marketplaces. Des marketplaces où tu vas pouvoir, par exemple, mettre tes peintures en ligne et tu vas être exposé à beaucoup plus que si tu es resté toute seule de ton côté ou si tu faisais ton site à toi seulement. Donc tu vois, le but c'est quoi? C'est d'exposer et d'attirer quoi. Donc il y a aussi des choses assez simples, Najwa, que tu peux faire parce qu'un artiste peintre, il faut qu'il réfléchisse plus en entrepreneur. L'entrepreneur, si tu es capable par exemple de faire une exposition gratuite, alors ça peut être toute seule si tu as assez de peinture, ou alors en
en relation, enfin en partenariat avec d'autres artistes peintres, pourvu qu'ils soient vraiment très différents de toi, pour que tu puisses te démarquer pendant cette exposition. Eh bien, si tu es capable de faire une grande exposition, une fois tous les 6 mois ou des choses comme ça, eh bien c'est aussi comme ça que tu vas pouvoir te démarquer. Et en plus, le truc de l'exposition, c'est que tu vas pouvoir la faire dans plusieurs villes, dans plusieurs endroits, parce que les gens sont très gourmands très friands de ce genre de choses, quoi. Maintenant, il faut juste que, voilà, le but du partenariat, c'est justement de pas avoir trop de frais toute seule et de diviser la facture, et surtout de pouvoir faire en sorte que tu reçoives beaucoup plus de gens, parce qu'il y a beaucoup plus de peintures, parce qu'il y a beaucoup plus d'artistes peintres, etc. Et pourquoi pas, petit à petit, faire des partenariats avec des associations qui seraient intéressées de te sponsoriser, parce que c'est vraiment ce qu'elles font, etc., etc. Mais je pense que, voilà, il y a plein de méthodes dans ça, la joie. Et pour une réponse claire et nette, oui, why not prendre un agent, mais c'est pas une solution. Ça veut pas dire que d'un seul coup ça va marcher. L'agent va toujours regarder, tu sais, il va regarder son bien-être à lui. C'est-à-dire qu'il a plusieurs artistes peintres et il va toujours privilégier certains par rapport à d'autres, suivant les prix, suivant sa commission, suivant ces choses-là. Donc voilà. C'est une combinaison de méthodes qui marche le mieux, toujours. Okay. Alors, pour ceux que ça intéresse, Najwa fera une exposition à Dubaï le 27 septembre. Voilà. Bravo, Najwa. Je savais pas. Promis, j'ai dit ça sans savoir. Voilà. Il y a une Souhir qui demande, avez-vous déjà fait une émission sur les questions à éviter en entretien? Alors, pas spécifiquement, mais par contre, on a plusieurs émissions qui parlent plus ou moins d'entretien. On n'a pas encore fait d'émission spécifique entretien, hein. Tu m'arrêtes parce que j'ai un Alzheimer précoce aussi. Mais par contre, on a fait plusieurs émissions sur le CV, sur la recherche d'emploi. On en avait une aussi pour comment ça s'appelle, la négociation d'une augmentation. Et souvent comment dire, Hamza parle en contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, je suis pas trop. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Hamza. Là, vous allez assister à la création d'une émission en direct, ce que nous faisons hors antenne, en fait. Moi, je suis pas trop pour le fait des émissions sur les choses qu'il ne faut pas faire, parce que je crois à l'imprégnation. C'est-à-dire que si on vous raconte pendant 1 heure toutes les choses qu'il faut pas faire, en fait, ça risque de rentrer dans votre tête et de ressortir au moment où vous en avez le moins besoin. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, en sachant ce que tu dois pas faire, ça t'avance toujours pas, en fait. Tu sais toujours pas quoi faire. Et le vrai besoin, il est toujours dans que faire. Si on est capable de plutôt faire une émission, par exemple, sur les questions clés à poser en entretien. Tout à fait. Bah, automatiquement, tu vas Souhir, c'est Souhir qui a posé la question. Oui. Tu vas éliminer les questions qui vont te paraître d'un seul coup. Ah oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec mes questions, etc., etc. Donc, ce serait plutôt les questions à poser en entretien d'embauche, plutôt. Ouais, ça peut être l'émission une prochaine émission sans problème. Alors juste pour info, n'hésitez pas les amis, si vous avez des entretiens et que vous savez que ça bloque en entretien, qu'il y a un truc qui bloque, n'hésitez pas à prendre une consultation gratuite. Alors je donne pas de coaching pendant la consultation gratuite, mais c'est vrai que au moins pour me permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe et si je peux vraiment vous aider ou pas. N'hésitez pas à aller sur mon site et booker une consultation gratuite. Ça, c'est sans problème. Voilà. Oui, tant qu'on y est, je vais mettre le lien pour la consultation. Voilà, comme ça. Voilà. Je vous mets le lien sur les commentaires. Voilà. Comme ça, si vous voulez contacter Hamza. Je crois qu'on a fait le tour des questions là. Ah, c'est bien. Voilà. Ça vous a servi. Hamza, non. Hamza, c'est toi. C'est Souhir qui dit merci Hamza. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions, le tour du sujet. Enfin, on pourrait en faire plus, mais
C'est déjà pas mal. On va se dire au revoir les amis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les amis, ça m'a fait plaisir comme d'habitude. Et n'hésitez pas à partager. Vous êtes géniaux quand vous partagez. Et ça nous aide énormément. Notre groupe grandit grâce à vous. Donc, on fonce et on essaye de faire en sorte qu'on touche un maximum de monde, qu'on serve les autres, qu'on touche un maximum de monde. Donc voilà, à très très bientôt les amis. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Salut Thierry.